Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Il lui aura fallu du temps pour le coudre et l'assembler, mais en 2014, le photographe et éducateur à l'environnement Julien Harbet a enfin pu mettre son affût flottant dans l'eau. Grâce à lui, il peut s'immerger et se transformer en objet flottant non identifié, donc en somme beaucoup moins inquiétant qu'un humain pour la faune sauvage, et en particulier les oiseaux, habitués pour bon nombre à prendre leur envol au moindre danger. Grâce à ce stratagème, Julien Harbet peut photographier de nombreuses espèces au ras de l'eau et dans une ambiance inédite, comme le martin pêcheur ou encore le castor. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de l'accueillir par téléphone. Julien Harbet, bonjour. Bonjour. Alors Julien, les affûts flottants sont de plus en plus nombreux sur les lacs, les rivières, mais même dans la mer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de construire le vôtre? Alors quand je dis construire, c'est de vos propres mains, il est artisanal votre affût. Ouais. De toute façon, c'est des choses qu'on trouve pas dans le commerce. Je crois qu'il y a un modèle qui est commercialisé, mais qui est super cher. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire un affût flottant? Moi, en plus, qui suis pas très copain avec l'eau, c'est que j'avais envie de photographier des castors qui me faisaient tourner en bourrique depuis quelques temps. J'arrivais pas à les prendre en photo correctement parce que j'arrivais pas à accéder à l'endroit où ils allaient, qui était dans l'eau. Et je me suis dit, je vais fabriquer mon affût flottant et puis j'irai les attendre dans l'eau, là où ils vont. Et c'est pour eux que j'ai fabriqué le premier affût flottant. C'est toujours le même que j'ai aujourd'hui. Évidemment, votre appareil photo, il n'est pas waterproof totalement, j'imagine, Julien. C'est pas un peu stressant d'amener son matériel comme ça au-dessus d'un univers liquide? Faut que j'explique un petit peu comment ça fonctionne pour que vous compreniez comment est accroché l'appareil. C'est une sorte de U de 1 mètre par 1 mètre en bois avec de la mousse dessous, donc ce U il flotte. Moi je rentre à l'intérieur du U, je ferme l'affût avec 2 arceaux qui passent au-dessus de ma tête, donc c'est un peu comme une tente qui flotte qui n'aurait pas de sol. Moi je suis à l'intérieur de la tente avec une combinaison, faut que je puisse me stabiliser, me déplacer, donc il faut toujours que j'ai pied, donc au maximum j'ai de l'eau aux aisselles grand maximum. Et sur ce U en bois, donc qui est caché par le filet de camouflage, j'ai installé une petite rotule qui est vissée à la structure sur laquelle j'accroche mon appareil photo. Donc si moi je tombe dans un trou d'eau ou je glisse ou me fais avaler par un monstre, l'appareil ne tombe pas dans l'eau. Les affûts flottants, ça va permettre de se déplacer doucement, relativement discrètement, contrairement aux affûts terrestres. C'est l'idéal en termes de lumière et de cadrage. C'est le top parce que généralement à l'affût, un affût par définition, c'est quand on reste immobile, un peu fantomatique dans une forêt, une tourbière ou une roselière, quoi, on bouge pas. Avec l'affût flottant, on arrive à se déplacer sans faire fuir les oiseaux, les mammifères aquatiques, etc. Alors c'est sûr qu'il faut aller vraiment doucement. Mais comme on peut se déplacer, on a l'avantage de pouvoir se diriger par rapport à la lumière, de pouvoir changer le fond qu'on veut sur l'image. C'est vraiment une aubaine, quoi. On peut s'amuser à faire des contre-jours et puis dans le quart d'heure qui suit, on s'est déplacé tout doucement et puis on a le soleil dans le dos, quoi. Donc on a beaucoup plus de possibilités. Il paraît que les oiseaux, notamment, ont moins peur de ce qui flotte. C'est vrai? Ouais, alors c'est assez. En fait, quasiment tous les animaux aquatiques ou semi-aquatiques, quoi, c'est assez curieux. Une fois qu'on est dans l'eau, ils sont moins farouches. Que ce soit un cincle plongeur, un martin pêcheur, le summum c'est le castor. Le castor, une fois qu'on est dans l'eau, en tout cas pour mon cas, moi j'ai fait des observations à peine 1 mètre. Une fois qu'on est dans l'eau, on est dans leur univers et puis ils se méfient moins. Puis bon, c'est sûr qu'il y a pas notre silhouette, quoi. Pour eux, on est quelque chose qui flotte et qui dérive, quoi. Julien Harbet, les étangs de la Bresse, particulièrement ceux de la Dombe, sont de véritables refuges pour les oiseaux, qu'ils soient sédentaires ou migrateurs d'ailleurs. On peut y recenser plus de 130 espèces. Quelles sont à vos yeux celles qui sont les plus intéressantes à photographier en affût flottant? Il y en a pas mal. La liste, elle serait longue. Il y en a quelques-uns que j'aime particulièrement photographier. C'est le martin pêcheur parce qu'il est vraiment joli. Il est assez expressif, il a des comportements, des attitudes, il est régulièrement à la pêche, donc on peut le voir avec sa proie.
puis là, voilà, c'est un oiseau qui paraît venir tout droit des tropiques alors que c'est bien un oiseau de chez nous. Donc il y a le martin pêcheur, il y a certains hérons aussi qu'on voit généralement de loin aux jumelles, on peut les observer, mais quand ils pêchent devant nous, c'est vraiment sympa, même si c'est des oiseaux qui sont très communs, c'est vraiment chouette à observer. Puis des oiseaux qui sont plus farouches, qui sortent jamais des roselières qu'on entend mais qu'on voit jamais, comme les rousserolles par exemple. Quand on est sur un territoire de rousserolles qui passe de roseau en roseau et qui chante à tue-tête et qu'on a la chance d'observer, c'est génial, quoi. Vous parliez de hérons, Julien. On peut observer en Bresse et en Saône-et-Loire ce qu'on appelle des hérons pourprés. Quelle est la différence concrètement avec les hérons cendrés? Alors, le héron pourpré, déjà, il est beaucoup moins commun que le héron cendré. Alors, ils peuvent cohabiter, ils peuvent habiter dans les mêmes héronnières du village de Héron. Il est plus grand, il est plus effilé que le héron cendré et c'est un brun, on dit pourpré qui tend sur le violet, mais c'est un brun assez chaud. Que le héron cendré est vraiment gris et blanc, quoi. Donc, on va dire que le héron pourpré est plus long et plus marron. Alors, des espèces assez mal aimées dans les étangs, notamment de la Bresse, les étangs qui sont fortement pêchés. Ouais, c'est sûr. Comme pas mal de prédateurs de poissons, que ce soit les cormorans, les hérons, les hares, on dit souvent, oh là là, qu'est-ce qu'ils font des dégâts? Mais ils sont piscivores, quoi. Ils mangent du poisson. C'est bon pour leur santé. Julien Arbé, des espèces assez rares et majestueuses font escale dans la Dombes et même en Saône-et-Loire, comme la spatule blanche, le guépier d'Europe ou encore l'échasse blanche. Est-ce que vous en avez déjà observé? Les guépiers, j'ai fait pas mal d'observations de guépiers sur l'Ain et la Saône-et-Loire. Donc ils vivent en colonie, souvent pas très loin des étangs ou des plaines alluviales, des rivières. Ils vont nicher dans les berges, ils creusent des terriers. C'est des oiseaux magnifiques aussi, très colorés, un peu comme le martin pêcheur. Donc ça, c'est un beau spectacle. Ils arrivent à la fin du printemps, ils repartent à l'automne. Généralement, je vais 1 fois ou 2 fois par an voir les guépiers. Cette année, par exemple, j'y suis pas allé. J'étais sur d'autres choses. Il y a de ça 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Je suis tombé pendant 3 jours sur un crabier chevelu. C'est un petit héron avec des grands cheveux, des grandes plumes qui partent dans son cou. Il était en plumage nuptial et il était en train de chasser sur les pourtours d'une roselière. Il a attrapé des grenouilles, des poissons. C'est des observations qui sont pas courantes et en affût flottant, c'était une aubaine. J'ai pu le voir de loin, de près, au petit matin, le soir. Quel mammifère vous pouvez observer en affût flottant? Est-ce que le ragondin, c'est celui que vous croisez le plus? Ah ouais. Clairement, c'est celui que je vois le plus. Dans certains étangs, il y a des quantités de ragondins, c'est faramineux. Ça m'arrive d'avoir 15-20 ragondins sur une sortie. Le rat musqué, que je vois moins souvent, qui est plus discret, plus crépusculaire, mais que je vois assez régulièrement quand même. Et puis après, en mammifère aquatique, il va y avoir le castor dans certaines rivières, certains points d'eau. Et puis, j'ai jamais vu, mais j'espère toujours un coup avoir un coup de chance de croiser un putois, par exemple, qui aime bien les roselières, les marécages, les bords d'étangs, de rivières. Alors lui, j'ai jamais eu l'occasion de le voir en affût flottant, mais en persévérant, ça arrivera bien un jour. Quelques reptiles, peut-être? Couleuvre à collier, qui est une couleuvre vraiment aquatique, qui va chasser des grenouilles, des têtards, des petits poissons. Donc elle est assez fréquente. Il y a d'autres couleuvres qui sont aquatiques, mais j'ai pas eu l'occasion de les croiser en affût flottant. Après, je croise de temps en temps, suivant les endroits, j'ai croisé des tortues. Quelle est la scène la plus insolite que vous ayez pu observer sur l'eau? Les rousserolles, c'est des petits oiseaux avec un bec fin qui sont généralement insectivores et qui chassent dans les roselières et qui tissent leur nid entre des roseaux. Au printemps et en début d'été, elles vont chasser des insectes dans la roselière puis elles viennent nourrir les jeunes. Et un soir, j'ai observé, j'étais vraiment étonné, une grande rousserolle pêcher un petit brocheton. Alors c'était un tout petit brochet minuscule, mais elle a pêché un petit brochet puis elle a disparu dans la roselière. Donc elle est allée nourrir ses jeunes avec du poisson. En me renseignant dans les bouquins et puis sur Internet, je me suis rendu compte que ça avait déjà été observé, mais voilà, ça m'avait... J'étais un peu tombé des nues. Autrement, un martin pêcheur qui se perche au-dessus de ma tête sur l'affût, ou qui attrape une grenouille juste devant moi et qui l'assomme sur un roseau à 2 mètres à peine. Les allers-retours du coucou qui visite la roselière pour savoir où il va pondre. Il y a plein de scènes vraiment géniales, quoi. Le castor qui mange ses feuilles de nénuphar tranquille, la tête qui sort de l'eau. La photo dont vous êtes le plus fier?
Je crois que c'est le castor. Alors c'est une série de photos, c'est pas une photo en particulier, mais c'est le castor qui est à fleur d'eau et qui cueille des fleurs et des feuilles de nénuphar et puis qui les grignote devant moi. Parce que j'ai vraiment des super conditions d'observation. Je suis au ras de l'eau, j'ai une magnifique lumière. Puis c'est des photos que j'ai mis 3 ans à faire. C'est pour ça que j'avais construit l'affût flottant. J'ai mis vraiment beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de repérage. Beaucoup de temps passé sur le terrain, et quand on a le castor qui arrive pour la première fois près de l'affût flottant et qui vient cueillir ses nénuphars à quelques mètres, c'est waouh, ça fait quelque chose. C'est la série de photos qui a été publiée dans le magazine Natimage. Ouais, c'est celle-là. L'espèce que vous rêvez vraiment de photographier en affût flottant, du coup c'est le putois? Ah ouais, le putois il en fait partie. Après, des avocettes, des échasses, des bécassines, pas vraiment d'espèce qui sort du lot, hein, c'est pareil, je m'intéresse un peu à tout. C'est vrai que j'ai un petit faible quand même pour le putois, quoi. Parce que le putois, c'est un animal qui est plus très courant, qui a disparu de pas mal de régions, qui est très très discret, qui est beaucoup nocturne. Donc le jour où je vais le voir le matin ou le soir en chasse le long du lac, là je vais avoir gagné ma journée. En général, ça dure combien de temps une séance d'affût flottant pour vous? Ça, c'est assez long, 5-6 heures à peu près. L'affût flottant, en fait, je le laisse rarement sur place. Donc, il faut que je le porte jusqu'à l'endroit où je veux rentrer dans l'eau. Il faut que je le monte. Ça prend un certain temps. C'est pas très très long, mais ça prend un peu de temps. Et il faut installer la combinaison. Enfin, c'est tout un fourbi. Il faut préparer le pique-nique. Voilà. C'est tout un fourbi. Donc, je fais pas des séances d'affût flottant qui durent que 2 heures. En général, j'y vais une bonne grosse demi-journée. Ça m'arrivait de passer la journée dans l'eau du matin au soir en affût flottant. Alors, j'imagine qu'il faut un certain nombre de matériel quand même pour pas avoir froid. Bah oui et non, bah oui, ce serait mieux. Moi, je suis pas super équipé. Après, je suis pas très très frileux, mais si j'ai juste changé alors j'ai sous mon affût flottant, je suis dans des grandes bottes qui montent jusqu'aux aisselles, là, qu'on appelle des waders. Alors, j'étais en waders en caoutchouc jusqu'à il y a quelques années. Et les waders en caoutchouc, donc c'est comme des bottes en caoutchouc. En hiver, quand il fait froid, qu'il y a la glace sur le bord de l'étang, on ressort de l'eau, on sent plus ses pieds, quoi. On est tout bleu. Quand on est en affût flottant, on est captivé, hein. On se rend pas vraiment compte on sait qu'on a froid, mais on le supporte. Quand on rentre à la voiture, on se dit, oh là là, ça va pas bien. Donc, j'ai troqué mes waders en caoutchouc contre des waders en néoprène qui sont un peu plus chaudes. Sinon, je mets une veste, tant pis si elle est mouillée, je mets plusieurs pulls et puis des gants en hiver, quoi. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces précieuses informations. On vous souhaite vraiment de belles heures dans votre affût flottant. Et puis, on rappelle à nos auditrices et nos auditeurs qu'ils peuvent consulter vos photos sur votre site internet www.julienarbet.fr. Merci, Julien. Merci beaucoup. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.